Le samedi 10 février 2018, une femme a eu un repas simple de haricots et de picots de galop préparé par sa mère Paula et est sortie de sa maison. Les images que vous voyez à l'écran sont les dernières images connues d'elle. C'est un cas qui a captivé et obsédé de nombreuses personnes au Chili. Fernanda Maciel est une femme de petite taille, apparemment moins de 5 pieds de haut, mais ce qui a rendu sa disparition si choquante, c'est qu'elle était enceinte de 32 semaines ou 7 mois à l'époque. La disparition de Fernanda était étrange car elle n'avait montré aucune intention de partir. En fait, elle avait un petit ami aimant qui était approuvé par sa famille. Ils prévoyaient même d'emménager dans une nouvelle maison qu'ils avaient obtenue ensemble. Mais quand la vérité a finalement été découverte, elle a choqué et dégoûté tant de personnes. Je vous préviens, certaines des choses que je vais vous dire pourraient être difficiles à entendre. Bonjour, c'est Victor de Crimes Anatomy, cas de crimes véritables de Crimes Anatomy. Chaque semaine, je présente des affaires criminelles du monde entier. Parce que la vérité est plus étrange que la fiction. Revenons au jour où Fernanda Maciel a disparu. Quand elle a mangé ses haricots et son picot de galop, sa mère a réalisé qu'elle semblait différente. Étonnamment silencieuse. Paola se rappelle qu'elle n'a pas parlé ni plaisanté avec ses frères et sœurs plus jeunes comme d'habitude ce jour-là. Je l'ai servie mais elle a mangé en silence. À 5h29 de l'après-midi, Fernanda a quitté sa maison sur la rue Puntiago, n'emportant que ses clés et son téléphone portable. Elle a traversé l'intersection vers la route de la Lima, un trajet maintes fois emprunté, mais cette fois, elle n'est jamais revenue. Paola a attendu nerveusement des heures le retour de sa fille à la maison. Les appels vers le portable de Fernanda basculaient directement sur répondeur, comme si le téléphone était éteint. La situation était très alarmante. Fernanda était enceinte de 32 semaines. Le lendemain, le 11 février, Paola et le partenaire de Fernanda, Luis Peterson, le père de son enfant à naître, ont signalé sa disparition aux autorités. Les Carabineros, la principale force de police du Chili, ont lancé l'enquête. Cependant, sans signes immédiats de jeu déloyal, la Policía de Investigación de Chile spécialisée ou Policía de Investigación n'était pas encore impliquée. Les officiers des Carabineros ont distribué des affiches de personnes disparues, partagé des informations sur les réseaux sociaux et interrogé les habitants locaux. Leur seul indice semblait être des images de surveillance montrant Fernanda traversant la rue Puntiago à 5h29 de l'après-midi. Cependant, il est étrange qu'aucune autre caméra à proximité ne l'ait repérée. Un voisin, Ortega Mignot, prétend l'avoir vu se diriger vers les montagnes des Andes. Malgré ses efforts, il n'y a eu aucune autre piste, aucune observation, aucune activité sur les réseaux sociaux et aucune transaction financière. Les semaines puis les mois ont passé. L'approche de la date prévue pour Fernanda a rendu sa disparition encore plus déconcertante. Beaucoup craignaient le pire, mais sa famille a refusé d'abandonner, déterminée à découvrir la vérité et à retrouver leur fille. Pour comprendre la disparition de Fernanda, il est aussi essentiel d'examiner son histoire de vie. Fernanda Damarius Maciel Correa est née le 9 mai 1996 à Independencia, Santiago, Chili. Ses parents se sont séparés en 1999. Elle et ses frères et sœurs ont été élevés par leur mère, Paola, qui a déménagé la famille à Conchalí. Au début, Fernanda s'est bien adaptée au changement. Elle a bien réussi à l'école à garder une personnalité joyeuse et est restée en contact avec son père. Cependant, en entrant dans l'adolescence, le comportement de Fernanda s'est dégradé. Ses notes ont baissé et elle a développé un caractère explosif, se disputant fréquemment avec ses camarades de classe, ses frères et sœurs et même sa mère. Sa mère inquiète a cherché de l'aide auprès des conseillers scolaires. En 2007, elle a été envoyée dans un établissement pour mineurs à risque, mais l'intervention s'est avérée inefficace car elle rentrait tard, ne rentrant parfois pas du tout à la maison. La police l'a trouvée souvent en compagnie d'adolescents associés à l'usage de drogue et étant une adolescente influençable, elle a adopté leurs habitudes, tombant de plus en plus profondément dans l'abus de substances. Bien que Fernanda vivait toujours avec sa mère et ses frères et sœurs, elle est devenue émotionnellement distante. Elle dormait la plupart du temps et sortait seulement pour voir des amis et alimenter sa dépendance. Ses performances académiques ont continué à décliner, la forçant à redoubler une année. Puis, la tragédie a frappé le 2 juillet 2012 lorsque le père de Fernanda était mort subitement d'un accident vasculaire cérébral.
Dévastée, Fernanda lui a rendu hommage avec un tatouage de son nom, mais sa mort a alimenté sa spirale descendante et son comportement autodestructeur. Les tentatives d'intervention des membres de la famille ont abouti à des confrontations explosives. Elle consommait beaucoup d'alcool et passait ses nuits dehors, ne rentrant souvent pas à la maison. Fraîchement diplômée du lycée, elle a décroché un poste d'hôtesse de nuit en boîte. L'environnement n'a fait que renforcer ses mauvaises habitudes. Elle a enchaîné les relations instables. Sa spirale descendante a continué jusqu'au jour où elle a rencontré Louis Peterson, un chauffeur de taxi de 36 ans qui semblait vraiment se soucier d'elle. En fait, il a même gagné la confiance de sa mère et a été accueilli dans leur maison. Fernanda a montré des signes d'amélioration. Elle a réduit la plupart de sa consommation de drogue et sa relation avec Louis, bien que non sans drame occasionnel, semblait au moins stable. Mais comme pour beaucoup de couples, la jalousie était présente. Elle a une fois griffé le taxi de Louis lors d'une crise de jalousie, mais de tels incidents étaient rares. Fernanda a finalement quitté son emploi de danseuse en boîte de nuit pour devenir serveuse dans un restaurant local. Le poste offrait un environnement de travail plus sain. Cependant, quand son employeur a appris sa grossesse, elle a été renvoyée. Mais cette fois, au lieu de s'enfoncer, Fernanda a engagé une action en justice et a réussi à être réintégrée à son poste après une plainte à l'inspection du travail. Au moment de sa disparition, Fernanda avait parcouru un long chemin depuis son passé troublé et était désormais déterminée à construire un avenir meilleur et à accueillir la naissance de sa petite fille. Près d'un mois s'est écoulé sans aucun résultat et le 5 mars 2018, la famille de Fernanda était tellement frustrée qu'elle a déposé une plainte officielle contre les Carabineros. Cela a incité la Policía de Investigación, plus spécialisée, à prendre en charge l'enquête. La Policía de Investigación est connue pour son expertise dans les affaires criminelles et elle n'a pas perdu de temps pour explorer plusieurs théories qui pourraient aider à expliquer la disparition de Fernanda. La théorie de la fugue. Ils ont exploré la possibilité que Fernanda ait simplement fui, peut-être après une dispute houleuse avec Louis ou pour renouer avec un autre amant. Cette théorie a en fait gagné du terrain dans les médias car un couple en vacances à San Carlos de Bariloche, en Argentine, prétendait avoir vu une femme ressemblant à Fernanda qui semblait avoir subi une chirurgie esthétique. Paola, désormais désespérée de trouver des réponses, s'est rendue en Argentine. Mais après beaucoup de recherches, elle a fermement rejeté cette théorie de la fugue, soulignant que Fernanda ne s'enfuirait pas simplement et laisserait tous ses biens à la maison. De plus, elle avait hâte d'emménager dans la maison que Louis construisait pour la famille qui s'agrandissait. Ensuite, la théorie de la drogue a été examinée. Les enquêteurs se sont demandé si le passé de Fernanda avait un quelconque lien avec sa disparition. Bien qu'elle ait laissé cette vie derrière elle, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle aurait été vue avec un trafiquant de drogue connu, Alexander Ayutzin, et sa partenaire, Maria Araya. La veille de sa disparition, des témoins ont affirmé que Fernanda tenait un colis pendant la rencontre. Cependant, Ayutzin et Araya ont tous deux fourni des alibis et ont été écartés. L'attention s'est ensuite portée sur Joel Cuevas Flores, un trafiquant de drogue local et ancien partenaire romantique de Fernanda. Malgré les allégations selon lesquelles la petite amie de Cuevas, Francesca Orlana, avait menacé Fernanda un an auparavant, tous deux ont été blanchis lors d'un interrogatoire pour des arrestations non liées. La prochaine théorie était la théorie de l'accident où certains ont spéculé que Fernanda aurait pu mourir dans un accident, peut-être lorsqu'elle voyageait sur cette route. Pourtant, il n'y avait aucune preuve d'un accident et rien d'autre n'a été vu sur aucune des autres caméras. Cela a amené les enquêteurs à écarter cette théorie assez rapidement. Une autre théorie suggérait que Fernanda était déprimée et avait mis fin à sa propre vie. Mais les amis et la famille ont rapidement écarté cette théorie, rappelant à tout le monde qu'elle était enthousiaste à l'idée d'avoir un bébé et qu'elle mettait de l'ordre dans sa vie. Une autre théorie est qu'elle aurait pu être kidnappée. Mais il n'y avait pas de demande de rançon et il n'y avait pas non plus de preuves physiques pour soutenir ce scénario. Enfin, en raison de ses liens passés avec le monde de la drogue, au moins en tant que consommatrice, les détectives se sont demandé la possibilité d'un meurtre lié à la drogue, surtout pour régler de mauvaises dettes. Mais comme pour toutes les autres théories, aucune preuve concrète n'a jamais émergé. La Policía de Investigación a scrupuleusement examiné toutes les personnes dans la vie de Fernanda en examinant les suspects.
Plusieurs suspects ont émergé, chacun présentant des motifs et des opportunités possibles. Suspect 1, son petit ami actuel, Luis Peterson. Leur relation, bien qu'apparemment stable, avait sa part de conflit. Des amis ont révélé que Fernanda avait exprimé des inquiétudes concernant le tempérament de Luis, le décrivant comme parfois contrôlant et verbalement abusif. Luis a reconnu qu'ils avaient leur dispute, mais a nié qu'il y ait eu des violences physiques. Comme tous les couples, nous avions des problèmes, mais nous étions ravis de la naissance de notre fille, a-t-il déclaré. Après une enquête approfondie des autorités et la vérification de son alibi, qui le plaçait dans un lieu complètement différent de celui de Fernanda, et malgré quelques doutes sur la sincérité de leur relation, aucune preuve ne semblait le lier à un quelconque crime, et il a finalement été écarté. Le prochain suspect est un chauffeur de taxi, souvent vu en compagnie de Fernanda. Des amis ont affirmé qu'il avait été trop insistant, demandant un numéro et offrant des vêtements pour bébé. Mais le chauffeur a nié l'avoir harcelée, affirmant qu'elle avait volontairement échangé ses coordonnées avec lui après qu'il l'a conduite à l'hôpital pour un problème médical. Cependant, certains messages textes récupérés du téléphone de Fernanda contredisaient cette histoire, montrant qu'elle l'avait accusé d'être trop insistant. Maintenant, malgré les soupçons initiaux, le chauffeur a également fourni un alibi et les tests médico-légaux sur son véhicule n'ont révélé aucune preuve d'acte répréhensible. Le prochain ensemble de suspects étaient les collègues de Fernanda au restaurant où elle travaillait, car bien que certains aient reconnu ses récents efforts pour changer sa vie, d'autres ont décrit des conflits fréquents concernant les pourboires et la ponctualité. Un superviseur a admis « aucun de nous ne l'aimait vraiment ». Cependant, aucun des collègues ne semblait avoir de motif connu ou d'opportunité à gagner par sa disparition et ils ont tous finalement été blanchis. Mais il y avait un autre suspect dans la vie de Fernanda, son ami de longue date, Felipe Andrés Rojas Lobos. Il était un voisin et un ami et ils se connaissaient depuis plus d'une décennie. Le jour même, le bruit avait couru que Fernanda avait prévu de le rencontrer à la cave et à l'entrepôt où il travaillait le jour de sa disparition. Et en effet, les images de sécurité montraient des Fernanda se dirigeant vers l'entrepôt à 5h29 de l'après-midi. Il n'y avait aucune image d'elle entrant réellement dans l'entrepôt. Interrogé, Felipe a confirmé qu'il devait voir Fernanda ce jour-là, mais elle n'est jamais venue. Il lui a même envoyé un message WhatsApp à 8h05 du soir disant « Tu n'es jamais venu, mec, je t'ai attendu en secret ». Mais les enquêteurs étaient sceptiques quant à son récit et ils ont décidé d'examiner de plus près. En effet, 2 jours plus tard, des images de surveillance le montrent portant un sac de ciment de 25 kg dans l'entrepôt, un achat qui a été fait récemment et un achat qui n'a rien à voir avec ses fonctions professionnelles. Les signaux d'alarme continuaient de s'accumuler. Le 13 février, Felipe a été filmé en train d'inspecter les caméras de sécurité le long de la rue La Lima, semblant vérifier si elles captaient l'entrée de l'entrepôt. Il avait sollicité l'aide d'un ami, Christian Lobos Trujillo, pour l'aider. Christian révélera plus tard à la police que Felipe lui a spécifiquement demandé si les caméras étaient braquées sur l'entrepôt. Le lendemain, le 14 février, Felipe a brusquement démissionné de son poste à l'entrepôt. Et c'était étrange car lorsqu'il avait voulu le poste, il avait assuré à ses employeurs qu'il resterait à ce poste pendant au moins 1 an. Au cours des premières étapes de l'enquête, les carabineros avaient également fouillé l'entrepôt ainsi que la maison de Felipe. Mais ils n'ont trouvé aucune preuve d'acte répréhensible. La Policía de Investigaciones restait sceptique à son égard même lorsque l'affaire s'est refroidie et qu'il ne semblait y avoir aucune mise à jour pendant longtemps. Puis un jour, 16 mois plus tard, en juin 2019, tout a changé lorsqu'une femme est venue avec un témoignage explosif. Souhaitant rester anonyme, nous l'appellerons Nancy. Nancy a révélé que Felipe lui avait avoué avoir tué Fernanda. Selon Nancy, Felipe a en fait dit qu'il avait rencontré Fernanda à l'entrepôt le 10 février. Ils ont fumé un joint ensemble et ont discuté. Mais la conversation a pris une tournure sombre lorsque Felipe a évoqué son ex-petite amie qui le faisait chanter. Fernanda serait devenue confrontante et, dans le feu de l'action, Felipe l'a poussée. Elle est tombée, se cognant la tête contre un meuble et a commencé à convulser. Felipe a commencé à paniquer. Il ne savait pas quoi faire. Il a essayé de lui porter secours, mais elle ne réagissait pas. Il est resté assis dans son état de panique.
Il a creusé une tombe et l'a enterrée dans l'arrière-cour de l'entrepôt. Lorsque Nancy l'a d'abord confronté, il a expliqué avoir inventé cela à cause du stress. Et initialement, elle l'a cru. Mais au fil des mois qu'ils ont passés ensemble, son comportement semblait changer. Il regardait constamment derrière lui, a-t-elle dit. Il me suppliait sans cesse de garder secret ce qu'il m'avait confié. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il ne mentait pas. Il en était réellement capable. Agissant sur le conseil de Nancy, les enquêteurs sont retournés à l'entrepôt le 24 juin 2019. Ce qu'ils ont découvert a confirmé leurs pires craintes. Mais c'était bien pire que ce que Nancy leur avait initialement dit, comme nous le verrons dans un instant. Le 24 juin 2019, près de 16 mois après la disparition de Fernandez, les enquêteurs sont arrivés à l'entrepôt de la rue Lima. Ils ont commencé à fouiller la cour arrière, un espace jonché de débris et partiellement envahi par les buissons. L'équipe médico-légale et les policiers ont méticuleusement dégagé la zone. Utilisant d'abord des outils à main, ils ont creusé environ 35 cm dans le sol avant de rencontrer une surface solide, une dalle de béton d'environ 115 par 50 cm et d'une épaisseur de 5 cm. Lorsqu'ils ont réussi à déplacer la dalle, ils ont remarqué une poudre blanchâtre. Cette poudre a été identifiée plus tard comme étant de la chaux. Ils ont continué à creuser de plus en plus profondément et c'est alors qu'ils ont trouvé une chaussure blanche qui était attachée à un pied humain, le premier signe indubitable qu'ils avaient d'en trouver un corps. De plus amples fouilles ont révélé une bâche blanche étroitement enroulée autour des restes. Le corps était positionné dans une posture forcée de fœtus avec les mains liées par un tissu. Il était bien conservé et presque incontestablement celui de Fernanda, et sa robe était remontée jusqu'à sa taille, exposant ses parties intimes, et sa sous-vêtement était déchiré et déplacé. Ces détails indiquaient qu'elle avait probablement subi une agression violente avant sa mort. Le corps était remarquablement momifié. Il semblait être préservé par cette poudre blanchâtre ou chaux et ciment qui le recouvrait. Paola a été immédiatement appelée sur les lieux. Quand elle est arrivée, elle était dévastée car elle a reconnu les boucles d'oreilles et les vêtements de Fernanda. Grâce aux empreintes digitales et aux tatouages, les enquêteurs ont confirmé ce que la famille de Fernanda craignait. Le corps appartenait bien à Fernanda Maciel Correa. L'équipe médico-légale sur place, dirigée par le docteur Vivian Bustos Bacurezo, a effectué un examen préliminaire. L'état momifié du corps, dépourvu de colonisation d'insectes, suggérait qu'il avait été enterré peu de temps après la mort, minimisant l'exposition aux éléments extérieurs. Au cours de l'autopsie, l'équipe a découvert une fracture de l'os hyoïde de Fernanda, un os en forme de U situé dans le cou au-dessus du larynx. Ce type de fracture est souvent associé à la strangulation. Des infiltrats hémorragiques ou des zones de saignement ont été trouvés dans les muscles du cou, y compris le sternothyroïdien et le sternoïoïdien. Ces découvertes, associées à des blessures par compression dans le larynx et la trachée, ont confirmé une strangulation manuelle ou par ligature. Autour du cou de Fernanda, ils ont trouvé un morceau de toile nouée, serré, qui avait été utilisé comme ligature. La force de la compression avait fracturé son os hyoïde et causé les autres blessures observées. La strangulation a probablement déclenché le travail, provoquant la rupture de ses os. Privé d'oxygène, le fœtus s'est étouffé avec les fluides amniotiques qui remplissaient en ses poumons. Les experts ont conclu que le fœtus a été expulsé post-mortem en raison de la pression de la dalle de béton et du sol comprimant le corps de Fernanda. Près de ces restes, les enquêteurs ont découvert des preuves cruciales. Un ensemble de clés rouillées avec un porte-clés en forme de cœur identifié comme le sien. Un soutien-gorge noir et une culotte rose, tous deux déchirés portant des signes d'une lutte violente. Un emballage en ciment de la marque San Juan, correspondant au ciment que Felipe a acheté le 12 février 2018. Ces éléments dressent un tableau sombre de préméditation et d'une tentative de dissimuler un crime odieux. Les images de vidéosurveillance ont été cruciales pour reconstituer les événements liés à la disparition de Fernanda. Le 10 février 2018, Felipe a été filmé arrivant à l'entrepôt sur son vélo.
12 minutes plus tard, Fernanda a été vue quittant sa maison et se dirigeant vers l'entrepôt, traversant la rue Puntiago avant de disparaître de la vue à cause de la végétation dense. À 5h33, 2 chiens semblaient sortir de l'entrepôt, probablement conduits par Felipe, probablement après que Fernanda a été conduite à l'intérieur. Entre 5h33 et 7h34, le crime semble avoir eu lieu. À 7h34, Felipe a été capturé en train de quitter l'entrepôt sur son vélo. Mais, au lieu de rentrer directement chez lui, situé juste à côté de la maison de Fernanda, il a pris un itinéraire circulaire, un comportement que les enquêteurs ont plus tard attribué à une conscience coupable. Le 12e février, Felipe a été enregistré en train d'acheter un sac de ciment sans Rouen de 25 kg dans une quincaillerie à Conchaly. Le sac bleu clair, trouvé sur les lieux, avait le logo de la marque dessus. Mais il est revenu à nouveau au magasin, cette fois pour acheter du mortier. Il a transporté les matériaux avec son vélo à 2 reprises. Comme vous le savez, le lendemain, le 13 février, il a été filmé en train d'examiner des caméras dans la rue, et puis, le 14 février, il a brusquement démissionné de son poste. Ces actions semblent indiquer une tentative désespérée d'échapper à la détection. Le procès de Felipe Andrés Rojas Lobos a commencé le 6 mars 2013 et a présenté plus de 58 témoins et 41 experts. L'accusation a souligné la brutalité du crime, mettant en évidence la vulnérabilité de Fernanda, une femme enceinte qui avait fait confiance à Felipe, un homme qu'elle connaissait depuis plus d'une décennie. Malgré les tentatives de l'avocat de Felipe pour demander un nouveau procès, les preuves contre lui étaient accablantes. L'accusation a construit un dossier convaincant contre lui. Ils ont plaidé pour la peine la plus sévère possible, citant ses actions calculées et son manque de remords, ainsi que la brutalité pure du crime dont nous parlerons dans un instant. La première chose était les déclarations retardées et incohérentes. Felipe Rojas n'a pas fourni une version cohérente des événements jusqu'au 20 décembre 2020, plus de 34 mois après la disparition de Fernandez. À ce moment-là, il y avait déjà suffisamment de preuves cruciales qui avaient été rassemblées contre lui, y compris l'emplacement du corps, la cause du décès et son accès exclusif à l'entrepôt, que sa déclaration tardive ajoutait peu de valeur aux informations que les enquêteurs avaient déjà découvertes. Donc, Felipe était la seule personne qui avait accès à l'entrepôt le 10 février, comme l'a confirmé le témoin César González, le propriétaire de l'entrepôt, et Christian Rivera, le gérant. Les 2 hommes étaient en vacances et Felipe avait le trousseau de clés pour faire quelques petits travaux ainsi que pour s'occuper des chiens. Fernanda avait également dit à son ami proche, Nicolas, qu'elle allait à l'entrepôt pour rencontrer son ami, Felipe, ce qui le plaçait également sur les lieux du crime ainsi qu'elle avait un motif pour y aller. Ensuite, l'état du corps de Fernanda racontait une histoire horrifiante. Sa robe était relevée, exposant ses parties intimes, et comme ses sous-vêtements étaient déchirés avec ses signes de violence sexuelle, les preuves soutenaient que quelque chose de bien pire s'était passé que ce que Felipe avait même dit à Nancy. Ensuite, Felipe avait également menti constamment aux enquêteurs. Il avait dit à la mère de Fernanda que Fernanda n'était jamais arrivée à l'entrepôt, sachant qu'elle était déjà morte. Il avait envoyé plusieurs messages WhatsApp à Fernanda le jour même et après, faisant semblant de ne pas savoir ce qui lui était vraiment arrivé. Il avait aussi demandé à un employé de mentir sur l'heure de retour des clés de l'entrepôt. Il a menti à ses amis et à sa famille en prétendant être préoccupé par la disparition de Fernanda. Il avait aussi menti sur le motif d'achat de la chaux. Il a dit que son patron lui avait demandé de le faire pour peindre la grotte, mais ce n'était jamais le cas. Il avait également dit à son ex-petite amie Nancy que Fernanda s'était cogné la tête et était morte accidentellement, mais il a ensuite changé son histoire. Il y avait également des preuves qu'il avait essayé de manipuler des témoins, comme demander à Lanxey de mentir à la police au sujet du corps de Fernanda, comme l'ont déterminé plusieurs enregistrements audio. De plus, il y avait son comportement après le crime. Le 12 février, il avait appelé son patron, Christian Rivera, pour obtenir la permission de sortir chercher Fernanda. Toutefois, les images de sécurité révélaient qu'il n'avait jamais quitté l'entrepôt. Au lieu de cela, il est entré 2 fois avec des sacs, probablement contenant du ciment et du mortier, et est parti vers 4h18 de l'après-midi. Cela contredit sa déclaration selon laquelle il cherchait Fernanda et soutient plutôt la théorie de l'accusation selon laquelle il se préparait à enterrer son corps. Tout au long de l'enquête, Felipe a montré un manque total d'empathie ou de remords.
Les témoins le décrivaient comme froid et manipulateur, allant même jusqu'à plaisanter sur la mort de Fernanda. Il a mentionné qu'elle cuisine actuellement ailleurs. L'accusation a soutenu que Felipe est un psychopathe narcissique et qu'il considère ses propres actions avec un sentiment de détachement. Sur la base de plusieurs mois d'enquête, l'accusation a présenté une image horrifiante des dernières heures de Fernanda. Le 10 février 2018, elle a quitté sa maison et a été attirée dans un entrepôt au 1635 de la rue La Lima à Conchalí par son voisin et ami de longue date, Felipe Rojas Lobos. Les deux se connaissaient depuis plus d'une décennie et Fernanda faisait suffisamment confiance à Felipe pour le rencontrer seul, n'emportant que ses clés et son téléphone. Elle n'avait aucune raison de soupçonner l'horrible destin qui l'attendait. Felipe avait soigneusement planifié le crime. Des jours avant la réunion, il avait creusé une tombe dans la cour de l'entrepôt, un trou spécialement dimensionné pour accueillir le corps de Fernanda. La préméditation suggérait que Felipe avait l'intention de tuer Fernanda et de dissimuler son corps bien avant que le crime réel ne se produise. Vers 5h30 de l'après-midi, Fernanda est arrivée à l'entrepôt. À 5h33 de l'après-midi, Felipe avait sorti les chiens de l'entrepôt, s'assurant qu'ils n'interféreraient pas avec ce qu'il s'apprêtait à faire. À l'intérieur, Felipe a trahi sa confiance de la manière la plus odieuse. Il l'a attaquée par derrière, la dominant par sa taille et sa force. Felipe mesure plus de 6 pieds de haut et Fernanda moins de 5 pieds. En tant que petite femme enceinte, elle était limitée dans ses mouvements. Il l'a pénétrée. Fernanda a essayé de se défendre, mais Felipe l'a attachée. Felipe a amené Fernanda au bord de l'inconscience, la laissant près de la mort. L'autopsie a conclu que Fernanda est morte d'asphyxie due à une strangulation, mais une analyse médico-légale ultérieure par le docteur Carmen Cerda a suggéré qu'elle aurait pu être vivante lorsqu'elle a été enterrée car pour elle, les preuves indiquaient une asphyxie par suffocation qui a probablement été causée par le fait d'être enveloppée si étroitement dans un tissu dans une position fœtale forcée qu'elle ne pouvait pas respirer. La force, la pression et la violence infligées à Fernanda lors de l'attaque avaient amené Felipe à croire qu'elle était morte alors qu'elle était encore en vie. Et puis il l'a enveloppée étroitement dans un tissu et l'a enterrée dans une tombe peu profonde où elle a finalement suffoqué par manque d'oxygène et la position fœtale forcée dans laquelle elle se trouvait où elle ne pouvait pas respirer. La fille à naître n'avait aucune chance et est morte noyée dans les fluides amniotiques. Après le meurtre, toutes les actions de Felipe pour dissimuler ses traces ont été confirmées. Le sac de ciment qu'il a acheté et le mortier de sol du magasin de bricolage, ainsi que les reçus de ses achats, ont été étonnamment tous retrouvés sur les lieux du crime. Note de l'auteur, je trouve extrêmement incroyable que quelqu'un laisse simplement traîner des reçus pour des choses qu'il a achetées pour couvrir un meurtre sur les lieux de la dissimulation. La fille à naître de Fernanda avait un nom qui lui avait été donné avant toute cette horrible épreuve. Elle allait être accueillie dans ce monde en tant que petite fille, Josefa. Le 25 avril 2023, le tribunal a infligé à Felipe Andreas Rojas Lobos la peine maximale de réclusion à perpétuité qualifiée, citant l'extrême brutalité des crimes, les circonstances aggravantes de trahison et de certitude et la nécessité de maintenir la confiance du public dans le système juridique.